Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou investissement alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'investissement ou en tout cas de l'acquisition de perles fines. Comment comprendre cette typologie de collection, d'investissement, d'acquisition? Nous en saurons plus dans un instant avec Philippine Dupré-Latour, directeur général expert département bijoux et perles fines chez Agut. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine où nous ferons le point un petit peu sur les sujets du secteur de la gestion de patrimoine avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Et nous reviendrons notamment sur un des sujets réglementaires qui anime la communauté de la gestion de patrimoine en ce moment, la Retail Investment Strategy, qui proposait dans sa version initiale de remettre en cause notamment le modèle économique des conseillers en gestion de patrimoine. Nous ferons le point donc avec David Charlet. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Dequet, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine, avec qui nous ferons un point spécifique sur les indemnités de fin de carrière. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les perles fines. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippine Dupré-Latour. Bonjour Philippine Dupré-Latour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général expert département bijoux et perles fines chez Agut. Alors, on va parler de perles fines aujourd'hui. J'ai des questions qui sont en lien avec l'acquisition ou l'investissement dans les perles fines. Vous allez nous expliquer un petit peu comment comprendre effectivement cette typologie de bijoux, ou en tout cas de... Je ne sais même pas comment définir ça, si c'est une pierre précieuse, un bijou. Comment est-ce qu'on parle de perles fines chez Agut? Alors, plus d'une matière de joaillerie, effectivement, ce n'est ni une pierre, ni voilà. Quand on parle de perles fines, on parle de ces perles que l'on trouve au fond des océans. Bien sûr. Sans aucune intervention humaine, voilà, et donc qui ont été cherchées et au centre de la joaillerie pendant des siècles. Par opposition aux perles de culture ou d'aspect, vous allez avoir un visuel qui peut être identique, bien sûr, mais avec une intervention humaine au départ, en insérant dans l'huître un noyau. Donc on parle de perles sauvages quelque part, on peut le caricaturer comme ça? Non, vraiment de perles naturelles, et en plus la spécificité, celles qui font le marché, ce sont celles qui sont dans l'eau de mer. D'accord. Contrairement il y a aussi les perles fines d'eau douce. Voilà. D'accord. Donc la perle fine d'eau de mer. Sauvage, c'est pas le terme qu'on emploie. Voilà. D'accord, ok, oui, bien sûr. Entre naturel et culture, la perle de culture peut être trouvée comme ça dans des huîtres oubliées. C'est juste une intervention humaine à un moment, contrairement à la perle fine. Contrairement à la perle fine, donc d'eau de mer, si je comprends bien. Aujourd'hui, si on regarde ça d'un point de vue acquisition, investissement, est-ce qu'on constate un intérêt particulier, une évolution du marché sur les perles fines? Un marché qui a énormément évolué, qui est très très ancien, qui a été au centre de la joaillerie pendant des siècles, et qui a presque complètement disparu du marché au XXe siècle. D'accord. Pour revenir de façon très dynamique il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc oui, il y a une forte évolution. Après, c'est un tout petit marché de niche. D'accord. Alors, la France en vente est une place centrale parce qu'elle a été au centre du négoce pendant des siècles. Mmh. Donc, il y a beaucoup de perles fines au fond des tiroirs de tous vos téléspectateurs qui sont un peu oubliées. On ne sait plus trop ce que c'est. On sait que ce n'est pas la même chose que des perles de culture. C'est aussi complètement passé de mode. Donc voilà, on les a laissés au fond des tiroirs et on ne veut plus en faire grand-chose. Par contre, il y a un marché d'acheteurs qui en cherche et qui est à l'étranger. Ça repart beaucoup dans les pays d'origine. D'accord. Donc c'est un tout petit marché de personnes qui
ce qu'on appelle les marchés de niche, qui s'adressent à un public d'acheteurs qui est très, très spécialisé. Voilà. D'accord, et qui cherche spécifiquement de la perle fine. La perle fine, naturelle, voilà, tout à fait. Et comment on fait la différence entre une perle fine et une perle de culture, par exemple? Est-ce qu'on fait appel à un professionnel? La difficulté, voilà, c'est que même dans le marché de la joaillerie, peu de personnes connaissent. Moi, quand j'ai commencé en maison de vente, elle passait en vente aux enchères sans que personne n'y fasse trop attention, sans qu'on fasse trop attention à si ce sont des perles de culture, des perles fines, et même beaucoup de marchands, de professionnels de ce domaine-là ne connaissaient plus trop cette matière et ne la comprenaient plus tellement, voilà, parce qu'ils n'avaient plus tellement ce marché. Et puis les choses ont évolué, j'ai vu qu'il se passait quelque chose et je me suis spécialisée là-dedans. Et donc c'est vrai qu'on va s'adresser, donc il faut vraiment faire attention de s'adresser à des personnes très spécialisées. Bien sûr. Pour déjà avoir... Mais dans le bijoutier de famille, même s'il est très très professionnel, ne connaîtra peut-être pas cette. Oui, ça reste une expertise de niche. Voilà. Donc quelqu'un qui connaît bien les perles fines. Et puis après, on va aussi s'appuyer sur des laboratoires parce qu'en fait, la seule petite différence, ça va être ce qu'il y a au centre du centre de la perle. Voilà. D'accord. Donc à l'œil, on peut le ressentir, on peut l'estimer, on peut voilà. Quand on a l'œil suffisamment exercé. Mais voilà, mais il n'y a que même les plus grands acheteurs auront besoin de reposer leur expertise. Ils n'achèteront pas sans une analyse de laboratoire reconnue. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui c'est un marché de niche où il y a une forte demande, où l'offre est existante mais manquante entre guillemets. Et l'offre, c'est plutôt que c'est un marché, c'est un produit, un bien de la joaillerie qui est un petit peu boudé maintenant, que les personnes qui les possèdent, de toute façon, c'est plus du tout à la mode. D'accord. Donc, sont même pas forcément conscientes de détenir, effectivement. Ne sont pas conscientes, voilà. Et très souvent, quand on nous demande quelles sont les histoires ou découvertes que vous faites, bon, un collier de perles fines, on ne découvre pas une pièce de joaillerie avec une signature. Le visuel ne révèle pas tant de surprise que ça, à part le fait de déterminer que ce sont des perles fines. Par contre, la surprise, ça va souvent être dans l'estimation qu'on va pouvoir donner. Voilà. Quand on imagine ce collier de perles de jeune fille classique en chute, sans qu'il soit trop important. Oui, ou qui a été transmis par valeur sentimentale. Voilà. Mais pour vous donner une idée du type de collier, voilà, un collier classique en fonction du budget qui a été mis dedans. Par rapport à la qualité des perles, nous, on va vous donner une estimation de quelques milliers à dizaines de milliers d'euros, contrairement à un collier de perles de culture qui vaut 200 euros, 300 euros. Bien sûr. Voilà. Donc, visuellement, vous allez avoir la même chose. Et la grande surprise va souvent être dans le résultat, où vous pouvez avoir un résultat à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, selon la qualité des perles. Moralité, ne sous-estimez pas les perles que vous possédez, ça pourrait être des perles fines, mais par contre, il faut faire appel à une personne qui a l'expertise particulière des perles fines pour être capable d'en faire la différence. Tout à fait. Quelqu'un qui a l'expertise, et puis aussi remonter un petit peu dans son histoire, parce que c'était quand même un bien de joaillerie précieux. D'accord. Au XXe siècle, le bien de joaillerie le plus précieux, c'est le diamant, qui s'est énormément démocratisé pour pouvoir toucher une demande dans le commerce beaucoup plus importante. Alors que la perle fine, au XIXe siècle, s'adressait à une société, à une catégorie de la société beaucoup plus exclusive. Et donc, voilà, voir si nos ancêtres avaient déjà de beaux bijoux. En général, on ne trouve pas un collier de perles fines trop par hasard. Voilà, ce sont dans des écrins où il y avait des pièces anciennes et de belle qualité. Merci beaucoup Philippine Dupré-Latour de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général expert département bijoux et perles fines au sein de la maison Agut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons faire le point sur les sujets qui animent la communauté des conseillers en gestion de patrimoine à l'heure actuelle. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'Anacofi. Et on va peut-être commencer par ça, puisque l'Anacofi vient de terminer tout juste sa convention annuelle. Vous avez donc échangé avec beaucoup de professionnels du secteur. Un mot peut-être pour nous dire comment ça s'est passé, mais surtout, qu'est-ce qu'on dit dans les allées de la convention annuelle de l'Anacofi, David Charlet? Alors, ça s'est bien passé. D'abord, c'était une convention, c'était en même temps l'anniversaire des 20 ans, donc les gens étaient plutôt venus avec un esprit festif. De fêter ces 20 ans, alors festif ou tout au moins en termes de logique, d'ambiance et d'échange. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? On avait choisi de faire ça essentiellement en se retournant sur ce qui s'était passé dans les 20 ans, en essayant de se projeter un peu, et en faisant quelque chose d'un peu nouveau, qui était, dans la partie conférence, de faire des binômes entre le président actuel en charge chez nous d'un sujet et le régulateur. D'accord. Donc on est resté très marché pour une partie, puis très réglementaire sur une autre partie, et puis très histoire et tentative de projection sur les conférences. Les assemblées générales, je pense que ça n'intéressera pas le reste de votre public. Bien sûr, Voilà, on a voté ce qui était prévu, on n'a pas eu de problème, on n'avait pas non plus une grande année en termes de vote. Voilà, mais on avait à peu près 1 millier de personnes. Les sujets de modèle économique, Retail Investment Strategy, réglementation européenne, c'est des sujets qui ont été abordés dans les allées. Oui. Bah, ils le sont, tout comme la tech et l'ESG, en fait. Ok. Ce sont les grands sujets, pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs assez différentes, mais qui sont toutes liées. Donc oui, le problème du modèle économique, il existe depuis toujours. C'est une question qu'on se pose depuis maintenant plus de 25 ans. Oui, qui revient régulièrement. Mais là, on a quand même l'ARIS qui est dans les tuyaux depuis un moment. Donc la correction, ce ne sera jamais que la 3e des textes européens nous concernant. Et c'est d'actualité, c'est maintenant, quoi. Donc oui, bien sûr, on en parle. Mais alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient été peut-être un petit peu inquiets sur les premiers articles qui sont sortis, qui dans la première version, donc ce texte promettait purement et simplement de supprimer même le modèle de rétrocommission, enfin ou de commission en tout cas sur quand on fait du conseil en investissement financier. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sujet d'inquiétude pour un CGP? Ça le restera. Ouais. Ça le restera parce que ce que dit le texte aujourd'hui, c'est on ne supprime pas le modèle, mais on va le durcir. Donc certains ont dit les Français ont gagné. Alors entendons bien ce que ça veut dire par les Français ont gagné, c'est le modèle que nous portons. Mais en termes de marché, c'est peut-être plus compliqué, puisqu'il y a un certain nombre d'actes qui ne pourront plus forcément être rémunérés par rétrocession, et puis qu'on a inventé une notion dedans, et ça va nous concerner aussi, qui sont les undue costs, donc les coûts indus. D'accord. Quand vous aurez pris trop à un client, et là, pour le coup, le texte prévoit de les rendre. Donc, il va falloir créer tout un tas d'indicateurs qui permettront de savoir si on est dans un prix normal et acceptable ou si on n'est pas dans un prix normal et acceptable. Il faut quand même voir ça. Ce n'est pas une détermination du prix de marché, mais c'est quand même quelque chose qui va être nouveau, qui va venir à tous les étages de la chaîne, alors industrielle, de conseil, appelez ça comme vous voulez, qui concernerait d'ailleurs tout aussi bien ceux qui sont à l'honoraire. Parce que ce que l'on dit depuis le début, c'est qu'il y a une opposition entre deux schémas, celui à l'honoraire et celui avec les rétrocessions. Bien sûr. Oui. Ce qu'on voit bien avec ce texte, c'est que, ok, on dit les deux modèles restent possibles, mais attention, les contraintes qui arrivent, du coup, elles seront pour tout le monde. Donc, il faut quand même regarder ce que ça implique. Et c'est des contraintes qui philosophiquement vont venir quantifier, en gros, le conseil rendu par rapport à l'investissement et estimer si le prix est le bon, c'est ça? Alors, philosophiquement, c'était l'idée du texte. C'est-à-dire qu'on nous a inventé à un moment la value for money. Donc la value for money, mais qui est toujours d'actualité. Tout à fait. Donc la value for money en soi, c'est assez peu discutable. C'est-à-dire on va demander à des professionnels d'expliquer en quoi leur travail justifie ce qu'ils demandent. Bon, la problématique, c'est comment vous le mettez en œuvre, parce que techniquement, ça peut être compliqué. Pour les fabricants, ils comprennent à peu près comment ils peuvent faire. Fabricants d'un produit, d'un fonds, d'un contrat d'assurance vie, ils comprennent, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, mais ils comprennent à peu près comment ils peuvent faire. Quand on est à l'échelon du conseil au client, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on avait déjà des contraintes qui, d'une certaine manière, étaient déjà une value for money. C'est-à-dire si le client estimait que c'était trop cher avec la transparence qu'on avait et l'obligation de ce qu'on appelle les rapports d'adéquation au client, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Et donc on a un problème technique. Nous, au niveau du conseil, pour savoir ce qu'on pourrait rajouter qui ferait qu'on irait vers une dose complémentaire de value for money. Par contre, vous avez indirectement
le fait que ça va amener à ce qu'on regarde ce prix, qui va le regarder une autorité plus que le marché, parce que le marché, par la transparence, on a bien vu que ça a amené à des baisses de prix. Et après, on est arrivé à un niveau, ça s'est à peu près stabilisé. Vous aviez ceux qui vendent à très peu cher, ceux qui vendent à assez cher, mais on avait vu quelque chose se stabiliser ces dernières années. Donc, on peut avoir une tendance de nos autorités naturel, même s'ils ne le souhaitent pas, à fabriquer un prix à un moment. On le voit bien d'ailleurs avec les décisions de la CPR de l'année dernière. Mais donc, il serait le même prix pour tout le monde? Non, en fait, ce qu'on voit faire par la CPR, là, petit à petit, et ce dont on nous parle avec les éventuels benchmarks venant de Bruxelles, c'est plutôt des tunnels, en fait. D'accord. C'est des espèces de tunnels à l'intérieur desquels on va identifier un prix qui semblerait normal, et puis on va vous dire, vous pouvez vous écarter de... Et c'est philosophiquement assez différent de ce que l'on avait dit avant quand on parlait de l'opposition entre honoraires et rétrocession. Quelle était la philosophie? C'est que en rétrocession, c'était donc des commissions, des frais dont on supposait qu'ils n'étaient pas forcément tous normaux, et où on disait là-dessus, on peut un jour vous imposer un prix. C'est arrivé dans certains pays. Et puis sur l'honoraire, ça bénéficiait d'une présomption irréfragable, c'est ce qui était écrit dans les textes européens avant, qualitative et d'acceptation du client. D'accord. Et dès lors que le client accepte de payer, il accepte, on paye. Il a reconnu un niveau de qualité, personne n'a à le discuter. Avec le schéma dont on est en train de nous parler, vous voyez par exemple qu'il ne remet pas nos modèles économiques en cause, mais il remet ce fondement philosophique absolu, et qui est aussi un fondement de droit, historiquement, de bien l'honoraire non plus, n'est pas forcément, enfin l'honoraire aussi, n'est pas forcément quelque chose qui, si on s'entend sur la chose et le prix, tout va bien. C'est quelqu'un, un régulateur ou autre, pourrait dire non, c'est pas juste. Mais alors, pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que si on conseille des investissements et qu'ils n'ont pas la performance ou le rendement attendu, on pourra considérer que le prix payé pour les investissements est trop élevé? Alors ça, c'était l'idée du départ. C'était la première idée de la première version du texte. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur, quoi, globalement. Oui, mais là, on a un peu bougé. C'est-à-dire que dans des propositions que l'on a maintenant, on réintègre cette idée qu'un client n'est pas forcément là pour du rendement absolu. Ce que l'on va attendre de voir, parce qu'attention, on a aujourd'hui la version de ce que l'on appelle le texte de niveau 1, c'est-à-dire le texte d'en haut, mais ensuite, ça va ruisseler, comme disent certains. Et donc, quand ça va ruisseler, en fait, ça entraîne la production de textes en dessous qui vont expliquer dans le détail ce que les autorités vont attendre. Donc, maintenant, on est dans un moment où on n'a pas encore massivement le problème. Après, oui, ça pose la question de l'indicateur. Ce dont on a peur, c'est les textes d'en dessous, en fait. Oui, et quel indicateur? Est-ce que c'est sur un an? Est-ce que c'est une moyenne sur 10 ans? Est-ce qu'on est sur du temps long? Oui, mais c'est-à-dire que si on nous dit qu'il n'y a pas que le rendement, et qu'on nous dit, par exemple, que si on a correctement tenu compte des objectifs du client, la question, c'est comment va-t-on le démontrer? Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, on a déjà ce que l'on appelle les rapports d'adéquation. Et les rapports d'adéquation, c'est ça. Donc, on nous dit on ne tiendra pas uniquement compte du rendement absolu, à la différence de la première proposition. Et il y a une liste d'éléments qui peuvent être pris en compte. Mais il y a un moment où vous allez être contrôlé par une autorité. Vous allez être contrôlable par une autorité. Donc, il va falloir qu'elle ait des clés de lecture. Et c'est là que on va devoir attendre les textes dits de niveau 2, voire après, pour y voir plus clair. Pour l'instant, c'est plus une déclaration d'intention de nous avoir dit « vous avez gagné, on ne s'intéressera pas qu'au rendement absolu ». Mais comment vont-ils faire? Ce serait une question. Justement, si on ne parle pas que de rendement absolu, on parle aussi de volonté, donc d'investissement des clients. Et il y en a une qui revient très régulièrement, dont on parle beaucoup, qui est réglementée au niveau européen. C'est toutes les normes ESG. Oui. C'est toutes les volontés d'investir effectivement selon ces critères ESG. Comment le sujet est-il vu, géré au sein de l'Anacofi? Alors, au sein de l'Anacofi, le mieux possible. Au sein de l'ARIS... beaucoup moins qu'on l'aurait pensé. D'accord. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses on s'attendait sur l'éducation financière à beaucoup de choses de l'ARIS. Bon, c'est une déclaration d'intention, puis ça ira pas loin. Sur l'ESG, c'est pas tellement mieux. Donc, au sein de l'Anacofi, comme on le traite, c'est déjà une contrainte. C'est pas un sujet qu'on débat, on est obligé d'appliquer. Donc, c'est une contrainte réglementaire, que vous soyez vous-même ESG convaincu ou pas du tout quand vous êtes un conseiller, c'est une obligation. Donc, nous, on a d'abord une commission, une équipe qui travaille dessus, donc toutes les réflexions sont menées. On a ensuite un kit de conformité de nos membres qui en tient compte. On a produit un KYC, on a produit quelques outils d'aide
au respect de la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui, qui sont à disposition de nos membres. Le KYC, par exemple, on l'avait présenté à l'autorité des marchés financiers. On va le corriger parce qu'on a reçu une petite remarque là de l'autorité des marchés financiers suite à des prises de position de l'ESMA, donc le régulateur européen. Donc on fait notre boulot de mise en place pour nos membres des outils dont ils ont besoin. On a créé une formation dédiée. On a intégré de l'ESG dans plein d'autres formations en petits chapitres pour qu'ils aient thème par thème la partie qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a, David Charlet, suffisamment d'offres aujourd'hui pour répondre aux demandes des clients ? Alors, oui et non. D'accord. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que des offres ESG, il y en a, mais je suis pas. Enfin, ce que l'on voit, c'est que les clients n'en demandent pas tant que ça. Ok, malheureusement, d'accord. pour les régulateurs qui disent que les gens en veulent et en veulent et en veulent. Et ils en veulent, mais comme ils en veulent en proportion, par exemple, un truc tout bête, ils doivent nous dire quelle proportion de leur patrimoine. Mais sauf que s'ils ont acheté un bien qui est très, 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 très propre en matière de ESG, sur le reste, on n'a pas forcément besoin d'en faire autant. Ensuite, le fait qu'ils veuillent de l'ESG ne veut pas dire qu'ils veulent tout en ESG. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que toutes les études menées par les autorités sont est-ce que les gens en veulent ? Là, on est à peu près 50-50. C'est pas 90. Oui, bien sûr. Bon. Ouais. Maintenant, la proportion fait qu'on devrait pouvoir se satisfaire de ce qu'il y a sur le marché. Peut-être. Et le problème, c'est ce peut-être. C'est qu'on n'en est pas sûr. Parce que la manière de scorer, de présenter un produit, ne correspond pas exactement à notre manière à nous de scorer le client. Donc, on a un problème d'identification de l'adéquation de ces produits par rapport à ce qu'il faut aux clients. Ça ne veut pas dire que certains ne sont pas parfaits, mais dans ce cas-là, ils ne sont pas suffisants. Bien sûr. De le dire. Mais ça, la réglementation européenne devrait quand même aider dans les prochaines années, non ? Oui, mais la réglementation européenne a fait les choses à l'envers. Enfin, c'est même pas moi qui l'avais dit, c'est vous aviez un dirigeant d'un de nos régulateurs qui l'avait dit, on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire qu'au lieu de nous expliquer, de faire fabriquer les produits et solutions que les professionnels allaient amener à leurs clients, voire que les consommateurs allaient eux-mêmes aller chercher tout seuls. On a commencé par réglementer les professionnels. On a commencé par réglementer les distributeurs et on a arrêté, parce qu'ils étaient en chantier, tous les travaux côté fabricant. Il se passe ce qui devait se passer. Donc maintenant, ils essayent de rattraper les choses. Il restera un problème fondamental, c'est que pour ça, vous avez besoin de RSE, et que je rappelle que la RSE ne concerne, et les remontées de data, ne concernent qu'un nombre trop faible d'entreprises pour alimenter en data les fabricants. Un mot de conclusion, David Charlet, sur le fait que c'est bien aussi de se comparer à d'autres pays, pas forcément européens, mais l'Anacofi, je crois, échange avec de nombreux pays, et notamment le Canada prochainement. Oui, là, on va aller faire un tour au Canada. On va aller rencontrer toutes les fédérations de nos métiers canadiennes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au sein de l'Union européenne, on se connaît à peu près tous. On a une bonne visibilité. En revanche, on a perdu depuis quelques années la visibilité et l'échange avec les fédérations d'ailleurs. D'accord. Et donc, on a décidé d'essayer de recréer des liens directs avec certaines fédérations et certains pays. Et puis, parmi ceux pour lesquels on va faire ça, eh bien, il y a le Canada. Donc là, dans quelques jours, on va décoller, on va aller échanger avec les organisations professionnelles canadiennes. On va essayer de comprendre comment ça se marche. Et puis surtout, on a découvert qu'il y a un accord depuis presque 10 ans entre nos deux pays. Alors, c'est pas celui qui pose problème sur la nourriture et bien sûr, plein de choses. C'est un accord qui est signé, qui est valide, mais qui ne fonctionne pas. D'accord. Et du coup, on va essayer de discuter avec les fédérations professionnelles et le régulateur québécois au moins, pour essayer de comprendre comment on pourrait, nous gens du terrain, essayer d'aider à ce que ce truc fonctionne, puisqu'il avait été prévu pour que dans nos métiers, ce soit pas si compliqué que ça de franchir l'Atlantique et ou de collaborer. Voilà, donc c'est à la fois culturel et une reprise de contact, c'est à la fois éminemment concret, syndicalement, ce qu'on a envie d'y faire, et apparemment on a un accueil qui est extrêmement sympathique de nos amis canadiens. Eh bien, vous viendrez nous raconter. Merci beaucoup David Charlet. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau Christophe Dequet, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine. Bonjour Christophe Dequet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va aborder ensemble le sujet des indemnités de fin de carrière, ces fameux IFC. Alors de quoi parle-t-on, Christophe Dequet ? De quoi parle-t-on ? En fait, pour vous situer, je vais vous mettre dans le contexte. Bien sûr. Je rencontre un chef d'entreprise, il va me parler de sa préparation de retraite, de la protection sociale de ses salariés, de la gestion de trésorerie, de l'épargne salariale et d'autres sujets, comment je détiens mon entreprise.
Et en fait, 9 fois sur 10, ils ne parlent pas des IFC, des D'accord. indemnités de fin de carrière, qui sont prévues par la loi, qui sont souvent dans les conventions collectives qui les stipulent et les organisent de manière précise. Bien sûr. Et le chef d'entreprise n'en parle pas. Parce qu'il ne le sait pas. Parce que c'est pas pris en compte, ou c'est pas pris en compte. Après, voilà, c'est après peut-être le rôle de quelqu'un comme moi de l'amener sur ce terrain, puisque ce contrat en fait d'indemnité de fin de carrière c'est important, c'est un enjeu financier pour l'entreprise. Bien sûr. Puisque comment ça fonctionne? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Tout simplement le contrat puisque derrière on va parler d'un contrat, hein, le contrat qui sera mis en place, en fait, il est calculé comment? Il est calculé par rapport à la durée de carrière du salarié, par rapport à son salaire, par rapport à son statut, cadre, non cadre, et en fonction de cela, ça a un impact. Et l'impact, il est de quoi? Il est financier. C'est-à-dire que quand le salarié part à la retraite, on doit lui verser une indemnité. Et je vais vous mettre dans un contexte, une entreprise, pas forcément une grosse boîte, une petite société qui a des salariés qui arrivent à la retraite, et il en a 2 la même année qui partent à la retraite. Pour verser ces indemnités, admettons qu'elles soient entre 10 et 15 000 euros, pour une entreprise pas forcément de grande taille, ça Bien fait sûr. entre 25 et 30 000 euros. Il faut avoir la trésorerie quand même. Il faut avoir la trésorerie, d'accord? Eh bien, il y a moyen d'anticiper D'accord. les choses. Comment? En ouvrant un contrat d'indemnité de fin de carrière. Et ce contrat, c'est un peu comme... c'est un contrat comme une assurance vie, quelque part. Il y a des unités de compte dedans. D'accord. Vous allez le placer de manière plutôt sécuritaire, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est de répondre à ce besoin. Donc c'est de la trésorerie d'entreprise qu'on place. C'est de la trésorerie d'entreprise, quelque part, mais c'est pas la même chose. Oui. Puisque c'est un contrat collectif. D'accord. Le ok. contrat Ah oui, bien sûr. c'est un contrat collectif qui est dédié à cela, qui ne peut être utilisé que pour cela. Le chef d'entreprise, il en tire des avantages. L'entreprise, elle en tire des avantages fiscaux, puisque les cotisations qui sont versées dessus sont déductibles fiscalement. Il y a un impôt sur les sociétés qui diminue. Bien sûr. Oui. Ensuite, le rendement qui est généré donc, sur le contrat, il n'est pas fiscalisé. Voilà. D'accord. Et les cotisations qui sont mises sur le contrat ne sont pas soumises à cotisation sociale. D'accord. Okay. Elles le sont à la sortie, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Sur ce contrat, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une totale liberté. Quelque part, le chef d'entreprise, il n'est pas obligé de faire ça. Il n'est pas obligé. Moi, je le conseille, à minima des fois. Et puis, quand ils voient comment ça fonctionne et les avantages qu'ils en tirent, ils finissent par se dire, on y va, on le fait de manière un peu plus... Ça permet d'anticiper, de ne plus avoir la surprise, potentiellement. C'est une totale anticipation. Ça évite de se retrouver dans la situation que je disais tout à l'heure, être obligé de sortir 30 000 euros. On les a peut-être pas forcément, ou on les a pas totalement. Et alors que si on a bien anticipé les choses, eh bien, on est tranquille. On est tranquille et on arrive à gérer ça du mieux possible. Merci beaucoup Christophe Dequet de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.